Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'arrive aux urgences et elles s'aperçoivent vraiment que voilà, je suis en train de faire un AVC. Et là, tu te dis, ah, putain, Greg, tu pars de loin, il va falloir t'accrocher, quoi. J'ai dû batailler à tous les niveaux pour reprendre le rugby. Et j'avais réussi à reprendre mon métier, ma passion. J'étais le plus heureux des hommes. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Il a un parcours totalement atypique. J'ai autant de fierté qu'il ait réussi ses études que sa carrière professionnelle de rugbyman, quoi. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. L'homme qui passera bientôt cette porte est un survivant. Grégory Mahé était rugbyman professionnel. Mais ce colosse invincible, que rien ne semblait arrêter, fut stoppé net par un accident vasculaire cérébral en 2011. Aujourd'hui, à 35 ans, sa renaissance est exemplaire et inattendue du point de vue de la médecine. Bonjour. Bonjour, frère. Salut Grégory. Ça va bien? Bah super. Ça va? Un café? Ouais, je veux bien. Merci. Alors, votre histoire est incroyable. On sait que la vie, pour tout le monde, hein, c'est ce qu'on appelle des montagnes russes. Oui. Dans votre cas, ce sont des montagnes russes extrêmes. Mm. Et comment vous résumeriez votre histoire? C'est l'histoire d'un gars qui a vécu une enfance très heureuse dans une grande famille, voilà, qui a réussi à réaliser ses rêves. Champion de France au rugby, au rugby. à 22 ans. À 22 ans, tout jeune, j'arrivais dans la capitale. Moi qui viens du sud-ouest, un peu d'origine paysanne, des terres. Et voilà, me retrouve à la capitale, au Stade de France, avec le président de la République. Mais voilà, la réalisation de quelques rêves. Donc ça, et quand je parle de ça, Ouais, c'est quoi? C'est un accident cérébral? c'est un AVC, ouais. Donc, À 30 ans. À 30 ans. Donc là, on reprend tout à zéro. Du jour au lendemain, on n'est plus rien. Et quand on dit plus rien, c'est-à-dire que l'image forte, c'est quand même que vous regardez un match de rugby, vous ne comprenez pas les règles de ce sport que vous avez exercé au plus haut niveau. Ouais, c'était mon métier. Et je reconnais les mecs avec qui j'ai joué à la télé. Mais je comprends pas pourquoi ils font telle ou telle action. Et j'ose même pas demander à mes parents qui sont à côté qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est assez spécial comme... Bon, personne n'imagine ce que sont les conséquences d'un AVC. Vous avez frôlé la mort, c'est pas une formule. D'accord. C'est-à-dire que vous avez vraiment été à un moment donné, le pronostic vital était engagé, comme on dit. Ouais. Donc quand on est si jeune et qu'on vit cette situation, ça a forcément des conséquences dans la vie. Et puis vous avez inventé une méthode de rééducation. Et vous êtes le seul joueur de rugby dans l'histoire de l'humanité Ouais. qui s'est retrouvé à nouveau professionnel dans un stade après avoir vécu ça. C'est vrai. Et aujourd'hui, personne ne pensait que vous alliez repasser des diplômes à l'âge adulte. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes kinésithérapeute, masseur. Ouais. C'est ce qu'on appelle. Même vous, ça vous effraie. Ouais, ça fait... je me suis accroché, c'est passé quoi, mais c'était pas évident tous les jours. Pourquoi c'est important pour vous de le raconter? Parce que j'ai pas eu d'exemple sur quoi m'appuyer moi quand ça m'est arrivé. Et le fait de partager, de dire qu'on peut y arriver aux autres, c'était important pour moi. Pourquoi? Parce que je crois que ça peut servir d'exemple et ça peut donner du courage et de l'espoir aux autres pour vraiment avancer et rien lâcher, quoi. Bon, moi je suis content de vous voir, on s'était croisés dans les couloirs d'une radio. Ouais. On avait longuement parlé, mais on n'était pas rentré dans le détail. Là, je vous ai demandé de fouiller un peu dans vos photos avant cette rencontre, de me les envoyer. Je me suis permis de les disposer dans l'atelier. D'accord. Donc je vous laisse vous promener dans la maison et on se retrouve dans le patio. Ça vous va? Ça roule. C'est parti. Allez, merci. Many nights before, you showed up at my door, but I didn't answer. I thought I knew better. I'm sorry lately.
be myself. Oh, I am sorry. Lately, I haven't been myself. You say you wanted more, but that's all I have left. I've seen you once before. Merci beaucoup. C'est quoi l'émotion qui domine quand vous regardez tout ça? Je me dis qu'il y a eu pas mal de chemins parcourus et que je passais par des étapes difficiles, mais qu'au final, il n'y a que du positif. Quand vous regardez la photo de ce petit garçon, c'est vous enfant. Si on imagine que l'adulte que vous êtes avait pu souffler quelque chose à l'oreille de ce petit garçon, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit pour le préparer? Je lui ai dit crois en tes rêves et lâche pas, tu vas y arriver, accroche-toi quoi. C'est dans une famille modeste près de Lourdes que naît Grégory. Ses parents, très jeunes encore, sont saisonniers. La famille passe l'hiver dans les stations de ski et l'été sur la côte basque où ils tiennent un bar. Ces transhumances régulières où il faut changer d'habitude, de décor et d'amis seront une école de vie pour le petit garçon. Quand on a une vie itinérante, on apprend quoi de la vie? On apprend à s'adapter aux gens, aux situations. Puis tenait des commerces, donc des bars où moi j'étais gamin et je discutais un petit peu avec les clients. Il y avait des clients qui étaient docteurs par exemple, qui du jour au lendemain se retrouvaient à la rue, SDF. Et ça m'a marqué parce que je me dis que chacun peut avoir des coups durs. Ça vous en êtes conscient, enfant? Ouais, très vite. C'est fou quand on imagine la suite de votre histoire. Ouais, il faut vivre et en profiter. Ouais. Quel genre d'enfant vous êtes? Très jeune, je suis plutôt timide. Je joue au tennis, un sport plutôt individuel où c'est chacun sa gueule et dans un milieu qui me correspond pas forcément parce que je suis d'une famille modeste et plutôt paysanne, des terres. Mais vous aimez tellement le tennis que vous devenez très très bon et vous envisagez sérieusement finalement au début de votre adolescence à faire ça dans la vie. Ouais, ça vient petit à petit parce que apparemment j'avais pas mal de capacités. Même si j'étais pas très doué, comme au rugby d'ailleurs. J'étais pas doué au début, mais j'ai beaucoup travaillé pour rattraper mon retard et pour gagner quoi. Donc déjà la compétition et la conscience que les parents y croient, parce que finalement ça coûte cher comme sport. Je vois mes parents, ils bossaient comme des chiens au bar, pour me donner les moyens d'y arriver quoi. Après j'ai arrêté le tennis, mais c'est vrai que sur le coup je regrettais un petit peu de les avoir saignés pendant quelques années. Quand vous décidez d'arrêter, vous repensez à cet investissement financier et puis de temps. Et de temps, et mon père qui venait des fois me taper les balles, même s'il n'avait pas envie, il était crevé du boulot. Et il venait, il faisait nuit, et moi j'en voulais, je voulais taper la balle. Je sais que vous allez me présenter vos parents tout à l'heure. Je suis impatient de leur demander comment ils ont vécu cette période. Ouais. Et à 14 ans, le rugby rentre dans votre vie. On va voir que vous allez devenir champion de France, mais à 14 ans, ça se passe comment et pourquoi ça vous plaît? En fait, je suis d'une famille quand même plutôt de rugbyman. Tous mes oncles, j'allais les voir quand j'étais pitchoun. J'allais voir un peu se castagner tous les week-ends. Et j'y tombe un petit peu par hasard. Mes potes de l'école qui me disent, dont Nico, qui me disent... Nico qui va venir tout à l'heure. Ouais, exactement. Qui me dit, tiens, ça serait bien que tu viennes avec nous au rugby, on va faire la fête. Au début, c'était pas trop le sport qui m'attirait, mais... L'équipe. Ouais, et j'aime bien cette ambiance, la camaraderie, solidarité, toutes les valeurs liées au rugby. À 17 ans, sa passion pour le rugby le propulse dans une carrière fulgurante. Équipe première à Lourdes, sélection en équipe de France, junior, puis rapidement le prestigieux Stade Toulousain.
Les recruteurs et les entraîneurs décèlent chez lui un immense potentiel. En quelques années, Grégory joue parmi ses idoles. Il vit un rêve éveillé. Quand vous êtes pris donc, au centre de formation du Stade Toulousain, vous dites quoi à ce moment-là? Je me dis, ça y est, c'est le début d'un rêve qui se réalise. Parce que le Stade Toulousain, au rugby, c'est un peu comme l'OM ou le PSG au foot. C'est tout gamin veut jouer dans ce club. Donc là, je retrouve des mecs que je voyais à la télé, des pelouses, des très grands joueurs. Et là, je me retrouve au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'on ressent? Pas du tout légitime. J'ai les genoux qui tremblent, j'ai un petit peu la pétoche quand même au début, à rencontrer tous ces mecs-là. Je joue avec eux et je dois un peu les briefer parce que mon poste, il consiste à diriger l'équipe. Et pas évident au début. Et alors, ce qu'il faut, c'est que vous êtes un gamin, mais 2 ans plus tard, vous avez un agent. Moi, j'avais du mal à négocier avec les clubs en direct. Pourquoi du mal? Pour moi, c'est vraiment un jeu. Je suis tombé par hasard. J'y étais pour faire la fête au début avec mes potes. Et je me retrouve là à négocier de l'argent pour jouer avec une baballe entre potes. Quoi. Il y a un côté dérisoire. Ouais, même des gens qui me demandent des autographes juste parce que je joue avec un ballon. Au début, j'étais même un peu surpris. J'étais tout rouge déjà. Je n'osais pas trop, un peu intimidé. Et voilà, ça fait bizarre. Grégory franchit les étapes très vite. Sa vie change. À 22 ans, il devient l'un des grands espoirs du rugby français. En 2003, il est repéré et choisi pour rejoindre le mythique Stade français. C'est la consécration. Alors, le Stade français, c'est le club qui emploie des méthodes de marketing, qui starifie ses joueurs. Donc, quel souvenir vous avez de cette période? Là, j'arrive pareil du sud-ouest, encore Toulouse, et puis là, ça y est, à la capitale. Donc, c'est vrai qu'en arrivant, je me dis, putain, je vais la manger, la capitale. Donc, j'arrive là, je rencontre Max Guazzini qui a fait évoluer le rugby en France. Et voilà, me voilà signé pour 2 ans au Stade français. Donc vous vous retrouvez sur le calendrier, par exemple, qui a fait beaucoup parler, qui a amené un autre public d'ailleurs, un public féminin, etc. Comment on se retrouve dans cette situation? Encore une fois, le gars qui met un point d'honneur à dire moi je faisais les foins, je viens d'un milieu simple, et là vous vous retrouvez dans un monde sophistiqué, on vous demande de poser. Ouais. Là on me pose à poil, ouais. Pourtant je suis pudique dans la vie, mais dans le calendrier, c'était marrant, je rentrais des fêtes de Pampelune, j'étais assez à l'aise. Pourquoi? Parce que j'avais pris une cuite à Pampelune et j'avais enchaîné avec la séance. Avec la séance de C'est pour ça qu'on vous fait faire n'importe quoi. Exactement. Ils m'ont mis dans un hamac, je m'endormais à moitié. J'étais Pendant ce temps-là, vous prenez en photo. Mais à ce moment-là, la vie, c'est quoi? C'est des entraînements, c'est des interviews, c'est des séances photos, il y a des voyages? Il y a la Coupe d'Europe. On va jouer au Pays de Galles, en Irlande, en Italie, un petit peu partout. Donc prendre l'avion déjà tous les 15 jours, pour moi aussi ça me fait bizarre. Je suis jeune, je suis célibataire, j'ai un peu d'argent. Et pendant 2 ans, je me suis régalé, quoi. Une vie extraordinaire au sens étymologique. Ouais, extraordinaire. Bon, avec une émotion extraordinaire, parce qu'on va regarder quelques images du soir, où votre équipe et vous-même, donc, vous devenez champion de France. Et grâce notamment à l'adresse de son demi d'ouverture, le Stade français mène 15-6 à la mi-temps. En seconde période, les Parisiens dominent largement et inscrivent rapidement leur premier essai par Bergamasco. Huit minutes plus tard, Perpignan est une nouvelle fois débordé. Et Ignacio Corletto en profite pour inscrire un 2e essai transformé. Score final 38-20. Comme l'an passé, c'est donc le Stade français qui s'empare du bouclier de Brennus. Je les ai pas revus. Et ça fait drôle. Ça foulait un peu les poils. Et une joie énorme. Là, c'est un aboutissement d'un rêve qui se réalise. 22 ans en plus. 22 balais. Champion de France. Ouais. Il y a des très grands joueurs qui l'ont jamais touché, ce bout de bois. Et en plus, avec une bande de mecs, on n'était pas forcément les meilleurs. Mais on s'aimait, quoi. L'ascension se termine brutalement. Après une 2e saison au Stade français, il est écarté du terrain. Grégory ne comprend pas et cherche un nouveau club, sans succès. Commence alors une traversée du désert qui durera 4 ans.
Je rentre chez mes parents, Tanguy quoi. Revivre avec ses parents, quand on a vécu un petit peu la liberté des grandes villes, faire ce qu'on veut quand on veut, même si ils ont été adorables. Une sensation de régresser. Ouais, un petit peu, ouais. Mais quelque part, je me dis, bon, il faut que tu te prennes en main. Donc, je me suis entraîné pendant un an tout seul. Donc, tous les matins, j'allais courir, muscu, des travails techniques. Faut pas lâcher. On peut t'appeler du jour au lendemain. Il faut que tu sois prêt, quoi. Là, vous rencontrez l'amour dans cette période-là. Ouais. Là, je rencontre Marina, d'origine russe, une championne de gymnastique. Donc 2 sportifs de haut niveau. Ouais, un peu plus jeune que moi. Et elle me donne de la joie, de la bonne humeur. Et puis, elle me remonte aussi le moral. 3 ans plus tard, c'est là que votre vie bascule. C'est le 6 mai 2011, précisément. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je venais d'acheter une maison, j'avais mis toutes mes économies dedans, donc moi, j'en profite, je vais louer un marteau-piqueur. Et je commence à péter toute la dalle du jardin, en plein cagnard. Et le soir, je vais à la douche. Et là, vraiment, un coup de massue derrière la tête, les premières gouttes qui me sont tombées sur la tête, pas bien, je me retiens à la paroi, je vois flou, je me retiens, j'ai plus de force. Et j'essaie d'ouvrir les yeux, je me dis putain, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un souci, mais je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis, je dois être crevé, je fais une insolation, je laisse passer le temps, je mange, et toujours pas bien, la vision brouillée, la bouche qui commence à partir en travers. Et je dis, bon, ça va passer. C'est vrai? Ouais. Parce que d'autres se seraient inquiétés à ce moment-là. Ouais, ça va passer. Et là, je fais des sprints aux toilettes pour aller vomir. Tout en prenant encore les murs dans le visage. Je me dis là, il y a vraiment un problème. Et puis Marina, elle m'impose d'aller aux urgences. Elle prend la bagnole, elle me fait monter et on part aux urgences. Là, j'ai l'impression qu'elle roulait à 200 à l'heure. J'ai dit, calme-toi. En fait, j'avais la vision brouillée. Et j'avais toutes les maisons qui défilaient. C'était très, très bizarre. Ouais. Et donc aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'arrive aux urgences. Et au bout d'un moment, je m'effondre devant tout le monde dans la salle d'attente aux urgences. Donc j'étais en croix devant tout le monde. Et là, ils commencent à s'inquiéter. Ils me font passer un scanner. Et là, ils s'aperçoivent vraiment que j'ai du sang plein la tête. Donc là, on vous transfère en urgence, en ambulance, à Montpellier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vois arriver, c'est le neurochirurgien, la crête, le piercing, donc mon âge. Un jeune docteur avec un piercing et une crête. Et ça vous fait quoi? Moi, je lui dis, putain, c'est lui qui va m'ouvrir la tronche. Putain, je suis pas dans la merde. Vous comprenez que c'est grave à ce moment-là? Ouais, j'avais entendu parler de l'AVC. Je savais que c'était soit tu y restais, soit tu as des séquelles, soit tu es un légume, mais qu'en tout cas, c'est costaud, quoi. Donc là, vous vous dites quoi? Ben là, je me dis, il va falloir y aller, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je dis à Marina au revoir, juste avant de partir en chirurgie, quoi. Ce genre d'opération est longue et hautement risquée. Les médecins sont honnêtes, les chances de survie de Grégory sont faibles. Mais il se bat, il ne lâche rien. Quel souvenir vous avez de ce réveil? Brutal. Brutal parce que j'étais en salle de réanimation, donc tout noir. Et là, j'ouvre les yeux. J'étais une infirmière qui crie et un patient qui disjoncte, qui l'embrouille un petit peu. Et j'essaye de la défendre. Et je suis attaché de partout, j'ai des fils partout, dans la gorge, partout. Et là, impossible, j'ai pas de force, rien. J'essaie de crier pour essayer de l'aider, mais pas de force. Votre vision est modifiée. Vous vous rendez compte assez vite que... Que j'ai des séquelles au niveau de l'œil gauche. Donc du coup, je vois pas. J'ai la vision périphérique qui est un petit peu rétrécie, comme des œillères, quoi, comme les chevaux.
Et mon bras qui répond moins bien. J'essaye de bouger, c'est compliqué. Tout mon côté gauche. Mais quelque part, je suis content parce que je suis là, quoi. Je suis vivant et ça s'est relativement bien passé quand même. Il y a les infirmières qui me mettent dans un fauteuil. Du coup, j'ai un pansement sur la tête parce qu'ils m'ont ouvert toute la tête. Ils m'ont fait un Velux à la tête et ils m'ont fait un beau pansement, un beau coton-tige géant. Et ils m'amènent dans la pièce, rejoindre mes parents. Donc là, je fais une blague à ma mère pour les rassurer. C'est quoi la blague? Je vais voir ma mère, je me rapproche comme ça. Mais qui vous êtes? La pauvre, elle a failli tomber. Je suis impatient de lui poser la question. Parce qu'elle se souvient forcément de ce moment. Ah oui, la pauvre. Donc là, vous avez un instinct, c'est de faire rire votre famille. Ouais. Parce que vous vous doutez qu'ils vont s'inquiéter. Ben ouais, ça fait presque une semaine qu'ils bataillent à pas avoir de nouvelles, pas savoir comment je vais, à s'inquiéter. Du coup, pour les rassurer, j'essaie d'éteindre un peu l'atmosphère. Mais j'ai failli prendre une claque alors que je n'avais jamais pris une de ma vie. Vous imaginez la peur, maintenant vous réalisez que c'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Mais bon, ouais, là, elle s'est aperçue que j'étais comme avant et c'était pas plus mal. Et alors il y a une scène forte, c'est qu'à un moment donné, vous voyez un match de rugby et vous regardez ça qui était votre métier et vous comprenez plus les règles. Ouais, je reconnais mes anciens coéquipiers ou les mecs contre qui j'ai joué. Je reconnais, mais je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi ils font telle ou telle action, je comprends plus les règles. Et là, c'était mon métier. Donc, très compliqué à vivre. Vous en parlez autour de vous, vous dites, je comprends pas? Non. Je sais pas, pour pas les inquiéter aussi, mais je vois dans leurs yeux que, je vois qu'il y a un problème. Mais moi, j'étais complètement à la rue. Hein. J'arrivais pas à me repérer dans l'espace, dans le temps. Je me suis perdu à l'hôpital. Et comme un gamin, quoi, perdu, couillon, quoi. Essayer de retrouver sa chambre, impossible. Et là, tu te dis, putain, Greg, tu pars de loin, il va falloir t'accrocher, quoi. Grégory est seul face à lui-même. Son corps doit tout réapprendre. Saisir un verre d'eau devient compliqué. Mais le jeune homme a une volonté de faire et à force d'exercice, il retrouve peu à peu ses moyens. Il n'a alors qu'une idée en tête, rejouer au rugby. Vous le formulez, vous le dites, ou vous le gardez pour vous cet objectif? Parce qu'il est fou. Tout le monde a dit que j'étais fou. Même ma famille, mes potes d'enfance, quand je leur disais, au fil du temps, parce que c'est passé par plusieurs phases, mais quand je leur ai dit, je reprenais le rugby, je voyais dans leurs yeux que Greg, t'es fou, tu peux oublier ça. Faut que tu passes à autre chose. Parce qu'en fait, il a fallu redémarrer tout à zéro. Tout à zéro. Apprendre, par exemple, à manger. Correctement. Planter un bout de la fourchette dans la viande et le porter à la bouche. Tous ces gestes de la vie quotidienne sont compliqués. Je me plantais la fourchette dans la joue. Le verre, je m'en foutais partout. Conduire, je pouvais pas. Lire, je sautais des lignes, je comprenais rien. Suivre une conversation à plusieurs, ça me demandait beaucoup de concentration. Je n'arrivais pas. Donc tout était compliqué. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période? L'objectif. Mon objectif, ouais. Votre grand-père vous a dit une phrase, non? Ouais, la vie est courte, profitez-en. Ça vous est revenu pendant cette période-là? Ouais, je me suis beaucoup inspiré de mes grands-pères. Ils ont fait la guerre. Moi, à côté, avec mon petit pet au casque, j'avais pas le droit de me plaindre. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'eux. C'est vrai qu'il fallait que je m'accroche et que c'était rien par rapport à eux. Tous ces efforts vont payer. Seulement 4 mois après son AVC, le neurologue de la Ligue de rugby donne son feu vert pour que Grégory retourne sur le terrain. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là? Un soulagement énorme. Hyper content, hyper joyeux. J'étais le plus heureux des hommes. J'allais pouvoir reprendre mon métier, ma passion, retrouver mes collègues, l'ambiance. C'est une colonie de vacances, c'est ce qui me manquait le plus, quoi. Parce que pendant 3 mois, j'étais tout seul. Vous avez un souvenir du premier match? Ah ouais, ouais, c'était énorme. Je jouais à Carcassonne à l'époque. Le capitaine fait un discours, il me laisse rentrer sur le terrain en premier.
les ovations du public, les gens qui m'applaudissent, vraiment un chaud au cœur. Et puis la petite larmichette qui va avec, quoi. Une larmichette. Ouais. Ouais, parce que heureux de retrouver mes potes, retrouver mon métier et puis D'avoir eu raison. ouais, d'y croire. Contre l'avis des médecins, contre Contre tout le monde, ma mère. c'est-à-dire Déjà, elle venait pas me voir avant l'accident. Et là, encore plus, avec l'AVC. Parce que je devais mettre un casque, comme il m'a ouvert toute la tête. C'était risqué. J'ai dû batailler à tous les niveaux pour reprendre le rugby. Même quitte à mentir des fois. C'est-à-dire Je disais au neurochirurgien, au neurologue de la Ligue, tout va bien, ça va. J'ai plus mal à la tête, je peux rejouer. Mais bon, c'était pas toujours sérieux parce que j'étais un peu inconscient, quoi, aussi parfois. et vos parents, ils ont vécu aussi une période très particulière? Peut-être plus que moi parce qu'ils étaient spectateurs. Que moi, j'étais dans l'action, donc il fallait que je me batte, voilà. Non, ils ont vécu un moment très difficile. Ouais. Bon, je leur poserai la question tout à l'heure. Chose incroyable, c'est que dans votre histoire, donc on l'a vu, c'est les montagnes russes, et votre reconstruction ne va pas s'arrêter là. C'est que vous allez avoir un nouveau métier. Il faut passer des diplômes, donc reprendre les études. Et souvent, les sportifs de haut niveau ne savent pas très bien comment s'orienter. Hein. La reconversion, c'est compliqué. Et vous devenez masseur, kinésithérapeute. Ouais. Mais reprendre les études quand on a des problèmes de mémoire, ça doit être compliqué. Au début, c'est la galère. Hein. J'avais des petits pavés comme ça, je mettais une soirée pour l'apprendre. Je crois que j'avais plus peur de reprendre les études de kiné que de rejouer au rugby en pro après l'AVC. Je crois que j'avais plus peur de ça, de ne pas être capable. Donc aujourd'hui, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes en cabinet, vous êtes 7, c'est ça, dans votre cabinet, dans le sud-ouest. À quel endroit? À Anglette, exactement. C'est-à-dire que c'est pas rien comme métier. C'est que c'est un métier d'aide. Je pense que je suis bien placé pour les comprendre. Et surtout pour les aider et les accompagner dans la reconstruction. C'est quoi votre plus grande fierté dans toute cette histoire? La plus grande fierté, c'est d'être kiné aujourd'hui et d'aider les gens à s'en sortir, à aller mieux et donner un petit peu d'espoir à ces personnes-là. Et vous, comment vous allez sur le plan de la santé? Moi, j'ai encore quelques séquelles, j'ai toujours un petit peu un pète au casque, comme on dit, et la vision périphérique qui déconne, mais je suis heureux d'être là, quoi. Et en quoi vous êtes différent de celui d'avant? Je crois qu'aujourd'hui, je vis vraiment l'instant présent et je dis aux gens que j'aime, que je les aime. C'est important de le dire. Ouais. Bon, merci pour la confiance. Merci. Je suis impatient de rencontrer vos parents. Je crois qu'ils arrivent et un ami d'enfance. Ouais. Qui a connu toutes les périodes de votre vie. Ouf. On va les accueillir. Allez. Merci. Merci. Mes invités, comme Grégory aujourd'hui, ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec ses proches, je vais tenter de mieux comprendre comment on peut surmonter les épreuves de la vie. Bon, bienvenue dans le salon. Je vous laisse vous installer. Bavé, Grégory, Nicolas, Bernard. Je vous laisse vous servir jus de fraise, jus d'orange, thé, café et une petite infusion gingembre au citronnelle. C'est le contraire. Sirop de fraise. Bon, je suis ravi de vous voir. Moi aussi. Je viens de passer un incroyable moment en tête-à-tête avec votre fils. Comment vous qualifieriez sa vie? Mouvementé. Mouvementé. C'est quand même l'histoire d'un petit mec d'un milieu modeste, comme il le dit, Oui. à se retrouver starifié dans des calendriers, signer des autographes. Et puis, il y a eu cet accident, cet AVC. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est la reconstruction. Et là, vous allez me dire si vous y croyez quand il vous dit « je vais retourner sur les terrains ». Parce que dans l'histoire de l'humanité, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de rugbymen après un AVC qui sont retournés. C'est vrai. Donc voilà, donc une vie incroyable. Je vous ai demandé de me présenter des gens qui comptaient pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de me présenter ces trois-là? Parce que déjà, mes parents
je les aime, c'est mes parents. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Puis Nico, c'est comme mon frangin, quoi. On a vécu des choses énormes ensemble. Et il est toujours là et ça fait 25 ans que ça dure. C'est beau. Alors, est-ce que, Babé, vous vous rappelez, c'est le Stade de France que ça se passe, hein, quand vous devenez champion de France. Ouais. Vous êtes là, vous êtes dans les gradins? Oui. Quelle émotion, de quoi vous vous rappelez? Aller au milieu du stade, c'est la folie. On n'y croit pas. Pourquoi on n'y croit pas? Parce qu'il avait des qualités que vous aviez vues tout de suite, par contre, enfant, dans le sport. Oui, toujours du sport, oui. Il adorait le sport. D'ailleurs, il dit que quand il a arrêté le tennis, il se sentait coupable parce que vous aviez beaucoup investi, et de temps et d'argent. Oui. Oui. Oui, le soir, après le boulot, je voulais le pousser parce que j'étais compétiteur moi-même dans le sport. J'étais très attaché à ce qu'il réussisse dans le sport parce qu'il n'y a pas besoin de forcer, il aimait ça. Donc, on sacrifiait un peu de son temps pour l'amener au tennis, quoi, le soir après le boulot. Et un jour, il a décrété que il lâchait le tennis après tout ce que c'était impliqué quand même pour lui, pour le tennis, et il voulait se mettre au rugby. Donc je savais par expérience, parce que j'avais eu la même expérience que lui, que si je disais non, tu continues le tennis, mais tu feras pas de rugby, ça n'aurait pas marché. Vous n'étiez pas déçu à ce moment-là? Ah non. Il enchaîne sur un autre sport. Du tout. Non, non. Et donc il a des aptitudes, et à un moment donné, il se retrouve à Toulouse, centre de formation. Donc voilà, c'est un peu la Mecque des jeunes rugbymen en France. Là, c'est un début de fierté à ce moment-là déjà? Non, je peux pas dire, pas début de fierté, mais bon, non, je croyais en lui. C'est les prémices, il rentrait dans un pôle espoir, donc là, j'ai pas la fierté, j'ai l'ambition pour lui Alors vous avez quelle ambition réussisse. pour lui? Moi, j'avais pas dans l'idée qu'il aille aussi loin. Alors justement, en quoi il a dépassé vos ambitions? Ah, mais parce que arrivé vous venez d'en parler, le Stade de France, j'aurais jamais imaginé que j'aurais mis un jour les pieds au Stade de France pour regarder mon fils sur la pelouse. Oui, dans d'autres circonstances peut-être, mais que mon fils soit sur la pelouse, bon, ça a bien dépassé mes espérances. Hein. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ah bah non, mais j'ai la tremblère, la tremblère. Tremblère. Ça chez nous, oui. L'émotion, c'est encore une autre dimension. Voilà, d'autant plus que j'avais mon père qui était avec moi, donc il y avait une grande fierté quand même du grand-père aussi. Regarde ce que j'ai fait du petit. Voilà, oui, tout à fait. Quel souvenir vous avez du moment où vous apprenez cet AVC? Vous étiez ensemble à ce moment-là? Oui, oui. C'est-à-dire que le premier coup de téléphone était en plein service, donc au restaurant, et on a Marina, et Marina nous dit comme ça qu'il était en observation à Narbonne pour mal de tête, enfin bref, quoi. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas de précision parce que les examens n'ont pas été faits. Donc, je le dis forcément à Babé. Babé, bon, panique, service catastrophique, hein. Au restaurant, forcément, quoi. Et à la suite de ça, une heure après, elle nous rappelle, après l'examen comme ça, qu'il était transféré, sur Montpellier. À Montpellier. Ouais. Mais à partir du principe qu'on l'envoie de Narbonne transféré à Montpellier, il y a quelque chose d'urgent, quoi, de grave, quoi, hein, on se rend compte de la gravité. Et là, on a fait les valises de suite, servi les derniers clients. Dans la demi-heure, on était partis, quoi. Alors, quand on arrive à Montpellier, lui, on peut pas le voir, quoi. Forcément, examen, comme ça. Et puis là, l'opération, elle s'est déroulée que 2 jours après. Et moi, je m'énervais un petit peu parce que je comprenais pas. Je dis que ça, il y a urgence parce qu'on savait que c'était un AVC là, et je comprenais pas qu'on l'opérait pas dans l'urgence, quoi. Et par la suite, on a su que les médecins allaient faire bien jouer leur rôle parce que. Le sang était coagulé. Ils ont pris le temps de bien cibler la situation et l'opération avant de le faire. Et alors, il a parlé du look du médecin qui va l'opérer, parce qu'il a une crête et un piercing. Oui. Réaction? Oh. Là, j'ai eu la peur de ma vie. C'est-à-dire? C'était un petit jeune en plus. Hein. Alors, je dis non, c'est pas possible. Et puis il a ouvert la bouche et ça nous a mis vraiment en confiance. Ah ouais. Au réveil, après 3 jours de coma artificiel, j'apprends qu'il vous fait une blague. Oui. Racontez-moi cette blague, parce que j'ai du mal à y croire. Quand il s'est réveillé, il me dit « Qui êtes-vous, madame ?» Oh non. Là, c'est la première fois qu'elle levait la main sur moi.
Ah non. Quand il a souri, il a éclaté de rire. J'ai vu que c'était lui faux, mais bon, sur le moment, c'était... Bah, c'est fascinant que vous ayez ce réflexe à ce moment-là. Parce qu'il était spécialisé en blagounette déjà avant. D'accord. Ça fait quelques fois en avril. C'est ça l'histoire. Vous, Nicolas, vous avez vécu l'aventure et cet accident. De quel point de vue vous étiez-vous? Alors moi, j'étais chez moi à l'époque. En fait, c'est la compagne de Grégory, Marina, qui a appelé ma compagne pour lui dire qu'ils étaient à Montpellier. Et justement, elle a commencé à parler de l'AVC. Donc c'était juste le lendemain après qu'ils soient arrivés. Et en parlant de l'AVC, à l'époque, je savais pas trop ce que c'était en plus. Hein. Et vous êtes renseigné du coup? Du coup, j'ai commencé à discuter avec ma compagne, qui elle travaillait dans le milieu médical, et puis elle me dit, tu sais, un AVC quand même, c'est important. Il y a quand même un pronostic qui peut être engagé, un pronostic vital. Il peut y avoir des séquelles très graves, des paralysies. Et donc, pour le coup, j'ai pris la mesure petit à petit de la gravité des faits. On m'a dit que vous aviez mis un cierge à Lourdes. Ouais, alors c'est vrai. C'est vrai. À Lourdes. Alors j'habite à Lourdes, ouais. J'habite à Lourdes. Et pour le coup, c'est vrai que je me suis vraiment inquiété. Donc. C'est un signe qu'il s'est inquiété? C'est ça le cierge à Lourdes? Oui. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est la remarque. Non, mais j'étais vraiment inquiet pour le coup. On a fait nos affaires aussi avec ma compagne et on est parti aussi à Montpellier pour le rejoindre, pour être aussi à ses côtés, pour en savoir aussi un petit peu plus, parce qu'on sentait que c'était un moment où il fallait être présent. Voilà, donc on est arrivé là-bas, on a rejoint Bernard et Babet, qui étaient aussi dans tous leurs états, qui étaient dans l'attente, qui ne savaient pas trop, qui avaient complètement perdu la notion du temps aussi. Du coup, je me suis mis dans l'attente avec eux. On a parlé d'un peu de tout et de rien. On était dans l'hôpital, on faisait les 100 pas. On sortait, on re-rentrait et bon, les nouvelles arrivaient vraiment au compte-gouttes, quoi. Donc, on n'avait pas vraiment de vraies nouvelles jusqu'au moment où on a quand même pu passer 5 minutes juste avant l'opération, rapidement pour dire bonjour à Greg. Et moi, j'ai ce souvenir qui est très caractéristique de Grégory. Je suis rentré, donc il était allongé avec des tubes partout, des tuyaux partout. Et il avait un peu le regard avide. Mais il avait toujours ce sens de l'humour et en fait, il n'arrêtait pas de décrocher son appareil qui lui prenait le pouls pour le faire sonner, pour faire sonner toutes les machines et pour faire revenir l'infirmière à chaque fois qu'il le soignait. Et du coup, il faisait bisquer l'infirmière, il lui faisait faire des allers-retours dans les couloirs. Et du coup, on s'est marré par rapport à ça juste avant l'opération. Et alors, après le réveil, vous avez le souvenir des premiers échanges que vous avez, de finalement les séquelles, j'ai envie de dire les perspectives d'avenir? Au début, moi, le souvenir que j'ai, c'est que il avait quand même beaucoup de difficultés à se rappeler. Vous dites quoi à ce moment-là? Alors, je me dis deux choses. D'une part, je me dis, quand même, il va bien physiquement. Et puis d'autre part, je me dis, il est quand même très loin de là où il était auparavant. Donc je prends un peu la mesure en discutant avec lui. J'essaye aussi de le tester pour voir où est-ce qu'il en est. Vous vous rappelez de ce que vous faites pour tester? Non, mais on essaye de se rappeler nos souvenirs, on essaye de se... Et là, c'est quoi les réponses? Il est très long dans sa réflexion, il est très loin, il a du mal à se rappeler. Il y a Marina qui intervient aussi régulièrement pour lui rappeler, pour l'accompagner, pour essayer de recréer le lien aussi. Et lui, il est vraiment dans le travail de recherche de ses souvenirs, quoi. Vous vous rappelez de ce moment-là, parce qu'on va parler après de cette reconstruction incroyable, mais il y a un moment comme ça de flottement où là, on est en train de découvrir les dégâts, c'est ça? Oui, complètement, ouais. Il y a un soir, forcément, on restait avec lui quand ça allait un peu mieux. Et puis, nous, on quittait l'hôpital pour la nuit. Lui, de repartir dans sa chambre. Et puis, on regarde derrière. Et puis, il nous suivait, au lieu de repartir dans sa chambre. Mais il nous suivait, quoi. Alors là, on a vu que, forcément, par plusieurs attitudes, qu'il n'était pas revenu, quoi. Qu'il n'était pas... Il y avait des manques. Ça fait peur, quoi.
Parce qu'on se dit, est-ce que ça va revenir? Et alors, il vous aurait dit, maintenant on va vivre. C'est à quel moment de l'histoire, ça? C'était un petit peu après, je pense, quand il a repris ses esprits, qu'il a réalisé également tout ce qu'il venait de traverser. Il y a eu un moment où il a été content quand même de retrouver toutes ses capacités physiques dans son intégralité. Je sais qu'il y a eu ce moment qui était aussi un moment fort, où on a pris un bon fou rire. Et puis Parce que vous étiez là? parce qu'on en a discuté, puis bon, c'était aussi des moments qu'on aimait partager et tout ça. Donc voilà, il y a eu ce moment, et puis après il nous a dit, moi je m'inquiétais, je me suis dit bon, maintenant il va falloir que on soit vraiment attentif à la suite et tout. Il m'a dit ouais, à partir de maintenant on va commencer à vivre. Je dis mais avec la tranche qu'on vient de passer, je suis assez confiant de la prochaine. Ouais. Et alors, comment vous réagissez quand il dit non mais je vais refaire du rugby au plus haut niveau, Nicolas? Moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mais je lui dis pas parce qu'au fond, je sais que c'est un grand rêveur, mais à côté de ça, il va au bout de ses rêves. Donc je me dis, bon, en discutant, on va essayer de voir s'il peut se fixer des objectifs raisonnables, de réadaptation. Et du coup, on essayait d'aller marcher, de faire de temps en temps un footing ensemble. Et d'ailleurs, je prenais un malin plaisir à le faire souffrir de temps en temps pendant les footings, vu que j'avais pas l'occasion de le faire auparavant. Quand tu étais sportif de haut niveau, forcément il était meilleur que vous. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, je l'accompagnais plutôt comme ça, dans la discussion, voir comment il était aussi psychologiquement, s'il se sentait bien. Et ce qui a été assez surprenant, c'est que finalement, lui, il n'a pas vraiment eu de doute. Lui, tout de suite, il m'a dit, bon, voilà, si je veux rejouer au rugby, il faut que je commence déjà à me remettre à courir, à refaire des efforts, à faire de la musculation. Alors moi, je lui dis, attends, une opération comme tu viens de vivre, tu vas pas l'éliminer tout de suite, ça va prendre au moins un an. Et donc, bon, je lui mettais pas de frein. Mais en même temps, j'étais vraiment sceptique quant à sa reprise au rugby. Vous avez peur qu'il soit lui-même déçu, en fait. Vous essayez de vous naviguer, en fait. Je tempérais, voilà. Je tempérais. Bon, donc, je voulais pas non plus casser tous ses espoirs, mais j'étais vraiment sceptique par rapport à sa capacité. Et vous, Bernard, quand il vous dit son ambition, je veux redevenir rugbyman professionnel, être sur un terrain après un AVC, très honnêtement, vous ressentez quoi? Vous pensez quoi? De l'appréhension surtout, hein, de la peur. Forcément, il y a des chocs. Au rugby, moi je m'imagine que le crâne, il sera moins solide. Voilà, beaucoup d'appréhension. Et à contrario de Nico, moi, j'ai dit comme ça, s'il veut le faire, il va le faire. Et il va réussir. Et il a réussi. Voilà. Maintenant, ça n'empêche qu'on les tracas après, derrière, pour nous et pour sa mère, quoi, surtout. Hein, parce que plus sensible que moi encore à ce niveau-là. Quand on le voyait sur le terrain avec le casque, c'est difficile à gérer, quoi. Et il sur Internet, regarder s'il a été blessé à chaque match, voir si... ça n'a rien de lui dire, bien sûr. Parce qu'en plus, déjà avant l'accident, vous aviez du mal à voir votre fils sur un terrain se prendre des coups. Bah oui, hein, une fois j'étais le voir et KO. C'est affreux. Donc il perd connaissance. Ah oui. Ah non, c'est insoutenable. Et donc quand il y retourne après un AVC, là vous vous dites, là c'est le summum. Ouais. Je ne l'ai pas regardé deux fois d'ailleurs. Vous n'êtes jamais venu et vous êtes condamné à regarder sur Internet son état. Oui, à chaque fois je lui disais, va voir s'il a été blessé, vite. Alors, Bernard, lui, savait qu'il allait réussir. Oui. Il a réussi. Et j'avais envie de vous demander justement quel regard vous portez sur ce parcours extraordinaire, au sens étymologique. Il est très, très courageux. Ouais. Quand il a décidé quelque chose, il arrive au bout. C'est vrai. Bernard.
Ouais, mais je suis pas surpris. Le fait d'avoir fait du sport avec lui, très proche, avec les 3 enfants, on est toujours très proches, quoi, mais très proche avec lui. Moi, j'ai pas été étonné du parcours. Je veux dire comme ça que c'est une embûche. C'est pas une embûche, c'était une grosse frayeur, c'est une catastrophe, quoi. Mais maintenant, après, quand il s'est remis, que l'opération s'est passée, pour moi, j'envisageais tout, hein, avec lui. Oui, capable de tout. Bon, ce qui est fort, c'est que les histoires ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau, on s'inquiète toujours pour eux, pour la reconversion, quel que soit le sport. Et lui, il va avoir un vrai métier, kiné, il faut des diplômes. Avec les problèmes de mémoire, évidemment, ça va être très très difficile. Et il va obtenir son diplôme. Il exerce aujourd'hui à Anglette, donc il a son cabinet, donc sacré dénouement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Ben, moi, je trouve que je suis très fier de lui dans un premier temps parce qu'il a un parcours totalement atypique. Moi, j'étais jeune avec lui dans les classes de rugby, avec tous nos amis, et on l'a vu déjà parcourir pour accéder au niveau professionnel. Déjà, à notre époque, on était hyper fiers de ça. Derrière, il a eu le titre en plus de champion de France, donc on a aussi pu vivre des moments extraordinaires grâce à ça. Donc on s'est vraiment régalé au quotidien avec lui. Et voilà, moi j'ai un œil tout à fait admiratif et très heureux, voilà, du parcours qu'il a eu. Et aujourd'hui, je suis aussi admiratif du fait que en plus, il a réussi sa reconversion, ce qui était aussi un vrai challenge après l'AVC, d'arriver aujourd'hui à s'installer en tant que kiné. Donc voilà, moi je suis très heureux pour lui. C'est quelqu'un de très généreux. Qui n'hésite pas aussi à parler de son expérience, à rencontrer... Donc à transmettre. Ouais, à transmettre finalement l'espoir. Avec voilà, son humour, son état d'esprit, sa générosité, et je pense que voilà, les gens le ressentent aussi, et c'est vraiment un exemple pour ceux qui le suivent. Donc, Nicolas vous admire, ça fait quoi de sentir ça ? Moi je l'aime aussi, moi je suis... Si je devais me changer un autre, ce serait un mec comme lui, quoi. Ah, c'est beau cette phrase. Si je devais me changer un autre. Avec l'accent, c'est encore mieux. Si je devais me changer un autre. L'accent bigourdin. C'est joli. Bernard, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce garçon qui est en face de vous, qui est votre fils, mais qui est un être humain, qui est un exemple ? Ah ben non, mais chapeau, hein, quand on revient sur ces études de kiné, moi j'étais espanté parce que... Espanté, ça veut dire épaté, hein ? Oui. Non mais je suis du Sud, c'est pour ça que j'arrive à comprendre. Oui, après ces études de kiné, moi j'avais beaucoup moins confiance qu'on était champion de France de rugby. À 30 ans, se remettre là, il connaissait rien. Là, c'était un vrai challenge, quoi. Alors, oui, chapeau bas, quoi. Parce que ça, j'y croyais pas. Et pour moi, j'ai autant de fierté qu'il ait réussi ses études que sa carrière professionnelle de rugbyman, quoi. Babé ? Ah oui, aussi. Très fière. Bon. C'est pas terminé. Et c'est pas fini. Et c'est pas terminé, évidemment, la vie. Et puis, les messages d'admiration sont pas terminés. Il y en a un, c'est celui de Marina, votre ex-compagne. Je vous fais passer un petit message. Trop mignonne. Ouais. Je suis très admirative de ta force de caractère et de ton courage. Tu n'as rien lâché et tu as réussi à concrétiser ton rêve en décrochant ton diplôme. Alors oui, je suis extrêmement fière de l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Rien n'a été facile, mais tu n'as jamais abandonné. Et surtout, tu ne dois ta réussite qu'à toi-même. Alors voilà, pour terminer, j'espère que tu resteras cet éternel optimiste avec des rêves et des projets plein la tête. Parce que tu sais mieux que personne que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut profiter de chaque instant. Voilà. Je t'embrasse et à bientôt. Prends soin de toi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Ça fait plaisir de la voir. Oui, elle est loin. Et, si je suis là aussi, c'est grâce à elle. Oui. Ouais. C'est elle qui m'a forcé à aller aux urgences. Elle m'a sauvé la vie, quoi. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter, vous imaginez. C'est votre regard qui m'intéresse sur tout ce que vous entendez là, finalement. C'est beau la vie, c'est beau d'être avec les gens qu'on aime, de partager des moments durs, des moments heureux, joyeux. Voilà, je suis très fier d'eux aussi, je les aime profondément.
voilà, c'est merveilleux. Bon, ce qui est merveilleux, c'est que vous m'avez présenté des gens formidables. Et donc, si vous êtes d'accord, à mon tour, je voudrais vous présenter des gens qui comptent pour moi. Ce sont des amis qui s'intéressent beaucoup à la société dans laquelle on vit, à toutes les inégalités, les injustices et surtout aux solutions. Ils s'intéressent aux gens qui ont des idées qui marchent pour régler les fléaux de cette société, et notamment comment vivre mieux dans cette société, vivre ensemble. Je vais vous les présenter. Vous allez me dire si vous comprenez pourquoi je les trouve formidables. Mais auparavant, je vous laisse un petit moment tout seul et je vais voir comment ça se passe en cuisine. D'accord? À tout de suite. À tout de suite. Alors, toi, mon petit lapin, tu vas me couper les betteraves en petits morceaux, s'il te plaît. Toi, tu coupes les en bâtonnets, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai commencé à faire. Très fin, hein. Bon, et moi, je vais faire juste ça. Toi, tu fous rien. Mais non, j'ai fait les brochettes et tout. Oh là 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 là. Passe, Brigitte. Oh bah, ils sont très indisciplinés. Brigitte, elle fait le ménage. Les marmitons, pareil, hein. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on mange un tartare de betterave avec des échalotes et de la pomme Granny Smith avec du cidre. Oh, ça fait plaisir de se voir, mon petit chat. Mais oui. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Un mois et demi par là. Chier. Il faudra tout faire. Tu nous parles de quoi, Eddy? Eh bien, de quelqu'un qui a eu une idée qui devrait te plaire, c'est-à-dire qu'il organise des rencontres mystères dans le but de créer du lien social, en fait. Donc on va à un rendez-vous et on sait pas avec qui on a rendez-vous. Exactement. Tu irais? Tu irais? Mais je sais pas, il faut que je vois, je vais étudier le Ok, moi aussi j'ai envie de voir. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Ah, et on continue à couper pendant... Parce que là, tu me donnes pas de C'est pas mal, oh c'est pas mal. Oui.